De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être là comme chaque vendredi pour De quoi je me mêle. De quoi je me mêle, c'est toute l'actualité des nouvelles techno à la fois en version audio sur rmc.fr. On salue tous ceux qui nous écoutent actuellement en podcast et puis la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com et sur YouTube. Je suis ravi de vous retrouver bien entendu et je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end. Au menu de ce De quoi je me mêle, dans un instant on va revenir sur la radio numérique terrestre. Ça fait des années qu'on en parle de cette technologie qui est là pour remplacer la FM. Eh bien, ça a du mal à percer, la radio numérique terrestre. Mais ça pourrait changer. On en parlera tout à l'heure avec Victor Jakimovic qui a étudié le sujet. Vous allez voir, c'est passionnant. Et puis, bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de quoi je me mêle. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à échanger sur votre passion des nouvelles technologies. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Évidemment, on commence De quoi je me mêle par le club de la presse IT avec Raphaël Grabi qui est là. Salut Raphaël. Salut François. De la rédaction de 01net.com et Jean-Marie Portal, vous le savez, qui représente dignement l'excellent, que dis-je, le formidable 01net Mag. Exactement. Ça Bonjour va. François. Et vous me donnerez le chèque un petit peu plus tard, mon cher Jean-Marie. Tout à l'heure, C'est 3,90. de quoi le chèque? Non, le magazine. Parce que j'étais pas cher en termes de promo. 3,90 en plus, c'est vrai que c'est pas cher. Et on peut le retrouver aussi version numérique. Version numérique. SFR Presse sur la plupart des kiosques numériques. hein. Abonnez-vous, ça coûte encore moins cher. Et ça coûte encore moins cher. Tout à l'heure, on va parler de ce qu'on peut faire et ne peut pas faire en matière de liberté d'expression sur Internet. Est-ce que je peux dire que Jean-Marie Portal, par exemple, est une grosse patate? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Ça se discute. Ça se Une discute, patate, ça se discute. mais on en parle tout à l'heure parce que ça peut aller bien loin. Pour commencer, l'actu de la semaine qu'on a pu lire sur 01net.com, avec bien sûr la WWDC La d'Apple conférence d'Apple, évidemment. en ligne de mire. On va commencer par cette HomePod. Ouais. Bon, qui était une demi-surprise, Demi-surprise, hein, on va ouais. dire. Voilà, On s'y l'enceinte d'Apple, dont on se demande à quoi elle va pouvoir bien servir. Oui, alors c'est vrai que quand on sait qu'il y a Amazon qui cartonne avec la Echo, donc son enceinte avec l'assistant virtuel, etc., et Google avec Home, on se disait que forcément Apple allait répliquer. Donc ils ont présenté le HomePod. Alors là, la stratégie, elle est vraiment différente parce qu'ils misent vraiment sur le son. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Apple, quand même, c'est un champion de la musique. Hein. Il y a iTunes depuis X années. Sur Apple Music, je crois qu'ils ont presque 30 millions d'abonnés contre Spotify. Je crois que Spotify, c'est 40, 50, quelque chose comme ça. Oui, c'est toujours Mais plus, hein, mais c'est vrai C'est qu'il toujours plus, commence mais à ça avoir reste, on une va dire, base installée le importante. premier concurrent de Spotify. Et en fait, donc, on peut se dire que c'est un peu étonnant finalement de miser, parce que pendant la conférence, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas tellement parlé de Siri, ils ont surtout parlé de la techno et de l'enceinte. Et finalement, ils ont décidé d'arriver sur un marché qui est quand même assez porteur. C'est ça qui est peut-être plus malin à la limite, sur celui du Hi-Fi. Alors à la fois du Hi-Fi multi-room avec les produits de Sonos, etc., qui cartonnent, et à la fois la Hi-Fi, tout simplement les enceintes connectées, mais de très bonne qualité, qui misent vraiment sur le son. Donc c'est une stratégie d'Apple qui peut payer. Alors, ça montre peut-être aussi la faiblesse d'Apple quelque part. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas trop misé sur Siri, on se dit, est-ce que c'est aussi parce qu'ils n'ont pas conscience que Siri est inférieur aux autres assistants, Google Assistant et Alexa notamment. Je lisais une étude Oui, hyper juste, intéressante. voilà. Voilà, Je peut-être pense que que tu c'est la vas même, en ouais. parler, vas-y. Sur les 5000 questions, ils ont tenté exactement. 5000 questions. Mm. Et en fait, ils se sont rendus compte que Siri est beaucoup moins pertinent que les autres. Je crois qu'ils sont à 60% de bonnes réponses, quand les autres sont à 85-90%. Donc, paradoxalement, même si c'est Apple qui a démocratisé l'IA et l'assistant virtuel avec Siri il y a quelques années, ils sont un peu à la traîne au niveau du développement de l'intelligence artificielle. Et donc, ils sont peut-être obligés de miser là-dessus. Mais d'un côté, c'est une stratégie qui est qui va certainement payer financièrement, parce que ça va certainement se vendre, parce que la qualité sonore du HomePod sera certainement bien supérieure à ce que propose Amazon notamment. Après, on peut se dire aussi... On pourra en mettre plusieurs dans la maison. Hein, voilà, qui on peut seront en mettre connectés plusieurs entre dans la elles. maison. Il y a un super processeur, il y a un processeur Alors de c'est le smartphone à processeur l'intérieur. de l'iPhone 6, la puce Ouais. A8. Qui était voilà. déjà puissante. Donc ça, hein. c'est pour gérer notamment le son, et si on le met contre un mur pour qu'il propulse le son au Oui, bon parce qu'en fait, endroit, il y aura des etc. capteurs qui analyseront en fait les limites de la pièce pour que Voilà. le son rebondisse comme Alors, il faut, etc. Là aussi, hein, c'est ce que fait Sonos, c'est la même chose. Hein. Mais effectivement, quand on arrive là-dessus avec une marque Apple, on peut se dire que ça peut être quand même un carton commercial. Ça va pas être donné, je crois que ça va être vendu autour de 349 $349. Hein. Donc ça pourrait On être sait pas ce que ça donne en euros. 400 euros. On sait pas trop, ça peut arriver sûrement peut-être
peut-être en 2018 en France, Oui. parce que c'est pas encore annoncé pour la France. Voilà, parce que donc ça c'est un sort peu aux US et en Australie, je crois, Voilà. en Angleterre, mais pas en France. C'est pas prévu encore en France. C'est pas encore prévu. Je pense que ça va arriver parce que ils n'ont pas de contrainte de langue, puisque Siri est en français depuis longtemps. Donc après, c'est vrai que l'enjeu, ça va être est-ce qu'Apple va réussir à installer une base suffisamment puissante aussi pour ensuite propulser tout ça avec Siri, qu'il va falloir améliorer certainement. Et puis voilà, trouver un univers applicatif, ça je me fais pas de soucis pour eux. Les Uber, tout ce qu'on veut, commander une pizza, ça y aura pas de soucis. Apple, ils ont déjà des partenariats et ils savent faire. Mais voilà, après, est-ce que ce sera avant tout une enceinte de bonne qualité avec en plus Siri comme accessoire un peu gadget ou ils vont arriver à mettre du Siri de bonne qualité, enfin un assistant. Et puis c'est un système, Raphaël et Jean-Marie, qui est relativement fermé par rapport aux choix stratégiques de Google et d'Alexa, qui eux justement ouvrent. Oui. On pourra tout connecter sur Alexa et Google Home. Exactement. Et ça ne sera pas forcément le cas non, avec. On ne sait avec même pas si on pourra mettre HomePod. du Spotify d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Pour le moment, on sait qu'on pourra passer la musique Apple Music. Ils n'ont rien dit sur Spotify. Évidemment, sur Deezer, on n'en sait pas plus. Donc, on ne sait pas si on pourra passer sa musique. Donc, est-ce qu'il faudra être vraiment le client Apple de A à Z pour s'acheter le HomePod qui, en plus, quand même, n'est pas donné? Bon, voilà, ils veulent, mais en même temps, c'est un peu dans la nature d'Apple de faire ce système très fermé. Est-ce que le degré d'ouverture, ce serait une bonne, à mon avis, un point très important. Jean-Marie, ce HomePod? Non, bien. Oui, on les attendait là-dessus. Après, je pense pas que ça soit aussi fermé qu'on peut le penser. Il suffit de Si voir c'est un système d'appli, ça peut le s'ouvrir. store d'Apple. Mais ça va être compatible. HomeKit, héberge- qui n'est pas un truc hyper ouvert, HomeKit aujourd'hui. Hein. Bah, C'est ça le problème. Quand on discute avec tous les concepteurs d'objets connectés, pour eux, c'est une tannée. Ce De HomeKit. se Voilà. conforter à HomeKit et d'être Oui, mais compatible avec HomeKit. Parce que HomeKit, il y a un cahier des charges qui est assez lourd pour les fabricants. Entre autres en termes de sécurité, parce que aujourd'hui, qui dit objet connecté dit aussi problème de sécurité, risque d'intrusion, Ouais, bien etc. Et HomeKit impose, entre autres, un chiffrage très fort. Ouais. Sans doute qu'Apple, en plus, prend sa petite commission au passage pour qu'on mette le HomeKit C'est sur 1 euro la sur puce. une boîte. C'est $1 en fait, là, Oui. pour intégrer dans un objet connecté une puce HomeKit, compatible HomeKit. Voilà. $1. Donc il y a des contraintes qui effectivement refroidissent certains fabricants. Après, il faut voir peut-être que l'arrivée de cette enceinte justement va ouvrir ou inciter davantage de constructeurs à y aller. Mais c'est vrai qu'ils insistent plus sur le côté musique que maison finalement, contrairement aux autres. Et finalement, je sais pas, mais peut-être au niveau de la stratégie, si ça se trouve, c'est quelque chose qu'ils veulent faire pour pousser Apple Music derrière, peut-être aussi. Donc c'est vrai que si ça se vend très bien, ça peut aussi drainer des gens vers Apple Music. Mais si c'était un produit dédié musique, pourquoi il ne serait pas sur la marque Beats? Parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette marque Beats. C'est étonant. Même le en nom, tout cas, ça HomePod, a l'air d'être une belle enceinte. Il nous tarde de la tester ici. On ne sait pas quand, parce qu'elle n'est pas prévue chez nous. Faudra attendre, à mon avis. Cette WWDC, bien sûr, a mis en avant pas mal de nouveautés. Alors, on va pas tout vous résumer parce que la keynote a duré 2h30. Autant vous dire que vous pouvez retrouver les infos sur zeronet.com, mais aussi sur Zeronet TV avec un résumé de la keynote que vous avez pu suivre en direct sur Zeronet TV. Mais quand même, on ne peut pas passer à côté des nouveautés d'iOS 11. Oui, parce que c'est quand même l'OS mobile qui va faire tourner évidemment l'iPhone 8 et tous les iPhones en octobre. Alors c'est vrai que c'est assez marrant, Tim Cook qui s'est un peu moqué d'Android d'ailleurs en rappelant qu'Android 7 personne l'utilisait et que iOS 10 tout le monde l'utilisait, ou 80% ou 80%. Ce qui n'est pas faux. Ce qui est totalement vrai. Il peut, c'est vraiment... C'est la fragmentation d'Android. C'est la faiblesse d'Android, donc ils auraient tort à la limite de ne pas les taquiner un peu là-dessus. Voilà, 86% versus 7% pour iOS 10 versus Android 7. Donc non, mais c'est d'autant plus important que quand on parle d'iOS 11, voilà, on parle d'un OS qui va être installé sur des millions de machines dans quelques mois. Alors moi, j'ai pas trouvé qu'il y ait de révolution ou de nouveautés très importantes. Il y a eu le centre de notification qu'on peut paramétrer maintenant. Bon, le centre de contrôle, pardon. Voilà, c'est gadget, c'est pratique, c'est pas mal. Le nouvel App Store, ça c'est intéressant aussi. Ils cherchent un peu à éditorialiser la chose en mettant... en gros, j'ai l'impression qu'ils veulent piquer les articles d'une certaine presse, genre les 10 meilleures applications pour faire ça, etc., pour prendre des photos. Ils veulent le faire eux-mêmes, alors certainement avec des partenariats. Donc il y a l'appli de l'App Store qui va vraiment évoluer. Siri, justement, on en parlait, qui a quelques nouvelles fonctions, notamment de traduction, ou alors il va se transformer un peu en gestionnaire, un peu à la Google Now. C'est-à-dire qu'il va pouvoir prédire des choses. Si on a un rendez-vous, il va nous dire, au fait, votre rendez-vous, c'est telle adresse. Pour y aller, il vous faut 20 minutes, 30 minutes.
Donc ce que j'ai déjà sur mon iPhone avec l'appli Google. Exactement, mais c'est ce que fait Google. Voilà, c'est ça. Et là, c'est vrai qu'on voit aussi qu'Apple essaie de renforcer en même temps Siri. Oui, il copie beaucoup les autres services. Il copie les autres services, mais de toute façon, et c'est très intéressant justement. Tim Cook, il a déclaré, alors j'ai pas la phrase exacte, mais en gros, nous, on veut pas être les premiers, mais on veut être les meilleurs. Et c'est vraiment la philosophie d'Apple. Depuis toujours, c'est vrai. Depuis toujours, ils intègrent pas une techno en premier, mais quand on la trouve chez Apple, ça marche, c'est éprouvé, ça fonctionne bien. Ouais, mais enfin, il y a 2 cas où ça, c'est pas le cas. C'est le cas de dire Siri. Voilà. Qui est bien c'est vrai. Ouais. Et Maps, qui est une catastrophe. Et Maps, c'est pas enfin, bon. Plan. Voilà. Plan, oui, c'est. Alors justement. Une catastrophe, vous êtes un petit peu ça dur quand Ça même. s'est vachement amélioré. Très nettement amélioré. Ça s'est amélioré. Je suis d'accord, ça s'est nettement amélioré, mais ça n'arrive pas encore au niveau de Google Maps. Bah, écoutez, moi, il m'est arrivé de mettre Plan et Maps en parallèle et de mieux m'en sortir avec Plan qu'avec Maps. Mais il y a des petits bugs qui traînent parfois sur Google Maps. Oui, mais la plupart du temps, si on prend, voilà, d'une manière globale, moi, perso, j'utilise les deux. Google Maps, c'est incroyable. Ouais. Après, Plan a progressé, c'est normal, ça a été lancé il y a 4 ans quand même. Après, il n'y a pas que Plan et Maps. Vous avez OpenStreetMap. Mais voilà. Très bien et qui, mais pour le coup, est un logiciel libre. Pour faire un trajet dans une grande ville, on va dire Plan, maintenant, ça fonctionne bien. Après, pour aller un peu plus loin, je sais pas trop. D'ailleurs, ils ont ajouté maintenant des choses. Ils ajoutent notamment les plans, justement, des centres commerciaux. Oui. Alors, bon, forcément, là, ça va fonctionner par partenariat, puisqu'il faut des partenaires pour les centres. Et les aéroports, notamment. Ça, c'est intéressant aussi de savoir quand on est dans un aéroport où est-ce qu'on va trouver à manger, etc. Voilà, ça va intégrer Maps Plan. le fait déjà. Google Maps le fait déjà. Oui, mais Maps le fait en partie. Ils font de la localisation indoor, en fait. Et bien sûr, ils le font aussi. Mais voilà, Plan, ils ont annoncé ça. Alors, il y a plein de partenariats avec les aéroports, sauf en France, malheureusement. Pour le moment, j'ai rien vu pour la France. Il y en a en Europe. De toute façon, on n'a pas d'aéroport, je crois, ici en France. Ils sont en train d'arrêter, je crois, de toute façon. Voilà. Mais voilà. Non, mais effectivement, Plan est encore à la ramasse par rapport à Maps. Ça s'améliore. Et moi, j'aime bien le design, par contre, de Plan. C'est vraiment le design un peu léché à la Apple. Moi, j'aime bien. Voilà. Après, effectivement, c'est moins fourni. Alors, pour revenir, par contre, sur iOS 11... sur iPhone, il y a quand même quelque chose qui est très intéressant, je trouve, c'est PayCash, donc le portefeuille, donc c'est Apple Pay, qui va permettre de se verser de l'argent entre amis. Alors là encore, c'est rien de nouveau parce que c'est ce qu'on peut faire avec PayPal, avec d'autres applis comme Lydia, qui fonctionnent très très bien. La différence, c'est que là, on peut le faire directement dans iMessage. Donc ça, je pense que ça va être très pratique. Et en fait, c'est aussi une façon très maligne pour Apple de passer outre les accords des banques, finalement. Parce qu'aujourd'hui, en France, si on veut avoir Apple Pay, il faut être dans 2 banques. Je ne vais pas citer les établissements, mais je crois qu'il n'y en a que 2, si mes souvenirs sont bons. Pour le moment. Il y en a d'autres pour qui le moment. sont les grands, les grands, ils sont sortis. Alors, on a eu des trucs électroniques, des portefeuilles électroniques, etc. Pour le moment, les autres, ils sont quand même vraiment à la bourre. Et Apple Pay, c'est quand même pas assez développé en France pour Apple. Et donc, ça va permettre de se créer un portefeuille électronique, ce qui fait qu'on va pouvoir finalement, a priori, échanger de l'argent. Donc, abreuver son compte comme sans PayPal. Sans avoir un compte Apple Pay lié à une banque, en fait. Exactement. Donc, ça nous permettra de faire... Alors, du coup, il faudra faire l'opération manuellement, puisque ça ira pas... Si la banque, s'il n'y a pas d'accord, ça va pas aller puiser automatiquement sur le compte. Mais si vraiment on veut utiliser Apple Pay avec le Touch ID pour payer comme ça, on va a priori pouvoir abreuver son compte comme ce qu'on fait sur PayPal. Je sais pas, on met 200 € et on paye avec Apple Pay. C'est assez flou, on ne sait pas trop comment ça va marcher encore. On ne sait pas trop, mais a priori, moi, je pense que c'est une bonne méthode de mettre la pression sur les banques en disant bon bah voilà, ok, vous voulez pas, on va laisser les gens. Et puis envoyer de l'argent par iMessage, c'est formidable. Moi, je trouve ça très bien. C'est une simplicité incroyable. Oui, enfin, vous faites ça avec l'appli PayPal, vous faites ça avec toutes ces autres applis, c'est d'une simplicité. Sauf que ce qui fait la différence entre une bonne appli et une excellente appli, c'est un clic en moins en fait. C'est un peu ça, je trouve. C'est le fait de n'avoir rien à faire, c'est un peu. Et puis l'avantage là, c'est que déjà Apple a toutes nos coordonnées bancaires. Et puis c'est intégré. C'est pas une appli qu'on lance, c'est intégré au système. C'est intégré, mais enfin il y a quand même une limite au système, c'est que votre interlocuteur faut aussi qu'il ait iMessage. Or, je pense que vous avez un tas d'amis qui sont sous Android, donc à ce moment-là, vous allez rebasculer très vite sur l'appli PayPal ou autre, d'ailleurs. Et puis, tant qu'à jongler entre 2 applis, finalement, au final, vous allez peut-être continuer sur PayPal ou sur Lydia ou. PayPal pour lui virer de l'argent, je trouve que c'est un peu. Il y a pas mal de manipulations à faire. Lydia est plus simple. PayPal a nettement simplifié les choses. En plus, ils ont rendu gratuit maintenant les transferts d'argent entre particuliers. Et puis, vous pouvez lier votre compte PayPal à votre carte bancaire, mais si vous le souhaitez, une bonne fois pour toutes, à votre compte en banque. Donc, après, c'est des virements vraiment qui sont faits de banque à banque. Mais simplement,
l'intermédiaire. Et en quelque PayPal sorte. joue juste l'intermédiaire. Donc voilà, ils arrivent en terrain où d'autres font Ouais, ça mais- très Mais très bien. l'avantage de PayPal, c'est que ça s'affranchit des OS. C'est-à-dire que là, ça marchera que sur Exactement. iOS. Bah oui, bien sûr. Alors que Bah, avec Apple, il faut- PayPal, il on faut peut que- faire un versement d'iOS à Ah Android. oui, lui, Voilà, il faut arrêter de penser C'est que tout le juste monde a un appeler. iPhone. On est d'accord. Il y a plus d'Android en circulation que C'est d'iPhone. sûr, bien sûr. c'est certain. Et alors, par contre, oui, non, sur iOS, on a parlé de l'iPhone, mais justement, le plus intéressant, je trouve, c'est sur l'iPad. Parce qu'ils ont introduit des nouveautés sur iPad avec le dock un peu élargi, style macOS, avec une gestion du multitâche, avec le glisser-déposer quand même, avec une gestion des fichiers qu'il y a aussi sur l'iPhone, mais qui prend tout son sens sur iPad. Enfin, en gros, ce que veut faire Apple, c'est de faire de l'iPad son MacBook d'entrée de gamme, un peu avec un clavier. Ils veulent présenter. Vraiment, on a l'impression que voilà, c'est vraiment l'entrée de gamme du MacBook. Alors, c'est une stratégie, ça reste du mobile, ça reste un OS mobile, donc ils veulent vraiment, c'est une stratégie, de toute façon, ils en rêvent tous, hein, que ce soit Google ou Microsoft, de faire un système presque unique à terme, c'est un peu leur rêve. Bon, bah, ça peut être pratique si vraiment on a une utilisation très basique, ça va, je pense, améliorer les choses. On l'a testé d'ailleurs sur iPad, pour le coup, c'est hyper bien fait. Effectivement, l'expérience, elle est vachement améliorée, c'est vrai. Il y a un D'accord. truc qui est génial. Tout bête, hein, c'est le clavier pour avoir le caractère spécial du style le E avec accent, etc. Le fait de swiper, c'est-à-dire quand on est sur la lettre, on effleure l'écran de haut en bas. Je sais pas si. Voilà. Et en fait, à l'usage, c'est une idée toute Super bête, agréable. mais c'est génial. Voilà, donc c'est l'iPad qui se rapproche de macOS finalement. Mhm. Ça va pas convaincre ceux qui ont un usage, voilà, qui veulent faire du Photoshop, des choses comme ça. Si c'est juste pour les réseaux sociaux et Internet, ça peut être efficace. Raphaël, rappelons que cet iOS est encore en bêta. Oui. On le déconseille, hein, on déconseille de l'installer sur votre device, on va dire principal, voilà. parce que Ça- malgré tout, voilà, s'il y a encore des bugs, Il y a De toute façon, beaucoup de la bugs. bêta publique n'est pas encore La La bêta bêta publique n'est pas non, là encore c'est sortie. développeur, donc il faut payer de toute façon. Il faut payer, avoir un compte ou avoir un développeur. compte développeur. Voilà. La bêta publique en général, c'est déjà plus stable, ça va C'est arriver. stable. Enfin, moi j'ai les bêtas publiques, j'ai rarement eu de problème, mais c'est vrai que là, les bêtas développeurs, si vraiment vous êtes un gros fan, effectivement, nous on l'a essayé sur 4 machines. Il y a des bugs, il y a des lenteurs, la batterie, forcément, ça, Ouais, ça c'est se vide un peu. pas optimisé. C'est évidemment pas optimisé. Et ça arrive, donc rappelons-le, avec l'arrivée de l'iPhone 8 qui sortira. Oui, et si vous avez un iPhone 5 ou à la 5C, rentrée. c'est mort, il n'est pas comme compatible. d'habitude, tous les ans, on en perd. De toute façon, on perd. C'est-à-dire que ça commencera à partir de l'iPhone 6. À partir de iOS l'iPhone 5S, a priori. C'est ça, Ah, le voilà. 5S, d'accord. Tous les 5S ans, et ils 6. dégagent Ok. les plus anciens. On parle de Facebook? Ouais, alors rapidement, c'est Rapidement. juste une petite brève, mais ça en dit long, je trouve, sur ce que veut Facebook. C'est qu'ils viennent de déposer un brevet d'analyse du visage, c'est-à-dire qu'en fait, en se basant sur la caméra donc à selfie, ils veulent savoir ce qu'on pense, si on est content, si on n'est pas content. Alors, il y a plusieurs utilités à ça pour Facebook. D'abord, c'est pour nous proposer des contenus adaptés. Donc voilà, je ne sais pas si on est triste, peut-être nous mettre un article comment redevenir heureux. Est-ce qu'il faut, je sais pas, comment profiter du soleil. Je sais Photographier son boss pour savoir si c'est Ouais. le bon moment pour aller lui demander Exactement, une augmentation. voilà. Et l'insulter Et- après, mais ça, on en parlera dans quelques Ouais. secondes. Non mais voilà, Dossier. et alors là c'est vraiment l'usage de la reconnaissance faciale pure et dure, de l'intelligence artificielle pour faire de l'argent, enfin je veux dire pour faire en sorte que soit les annonceurs d'ailleurs, je parlais des éditeurs gentiment, mais enfin ça peut aussi être les annonceurs qui nous proposent certaines choses à certains moments. Et alors il y a un truc qui est encore plus... Alors là, c'est moins inquiétant, plus drôle et un peu plus peut-être étonnant. C'est détecter notre visage pour nous aider à rédiger des messages plus facilement. C'est-à-dire que si on sourit, nous proposer un emoji Oh non. sourire. Donc c'est vraiment le monde. On revient, c'est la boucle est bouclée finalement. c'est ça. L'emoji était là Ouais, pour ouais. avoir notre visage et maintenant notre visage va servir. Non, on pourrait Ah, s'envoyer ah. une photo en train de sourire, ça C'est serait ça. un emoji Alors finalement. il y a des emojis, je sais pas, je sais pas comment on va faire l'emoji cochon, l'emoji poney. Il faut ramener un poney. Je sais pas. L'emoji cochon. Bah, il y a des emojis pour les animaux quoi. Mais oui, non, oui. cochon, l'animal cochon. Ah oui, je non, veux mais dire, pourquoi il pour- vous proposerait un emoji cochon? C'est comme Et non, vous. mais je veux dire. Non, mais s'il analyse notre On visage. peut pas faire tous les emojis avec son visage. Ah ouais. L'emoji fête, est-ce qu'on va acheter un petit chapeau et mettre le petit truc? Voilà, non. C'est pas gagné. Voilà. Mais alors, par contre, je rappelle quand même, c'est des brevets. Ce sont des brevets. Donc, ça ne veut pas dire que Ouais. Facebook les utilise. On va l'intégrer. N'empêche que Facebook a déjà toutes les autorisations pour utiliser notre webcam, puisqu'on fait du Facebook Messenger, on peut communiquer comme ça, avec WhatsApp, avec tout ce qu'on veut. Donc, voilà, peut-être l'avenir, on fera des vrais smileys. Parfait, merci beaucoup Raphaël. À retrouver sur zeronet.com. Allez, on s'intéresse à Zeronet Mag maintenant. Avec bien la liberté d'expression sur Internet, on ne peut pas faire n'importe quoi. Jean-Marie, ça peut coûter cher parfois. On commence par quoi? Tiens, on va commencer peut-être par un sujet qui nous arrive. Enfin, voilà, on est tous confrontés à ça. Ne pas dire du mal de son prochain sur Internet. Oui. Ne pas diffamer. Est-ce qu'on peut dire tout le bien que l'on pense
que l'on pense des autres. Alors, il y a quand même une règle fondamentale qui s'applique sur Internet, sur les réseaux sociaux. Parce qu'on parle de réseaux sociaux, mais on parle aussi des sites d'e-commerce où on dépose des avis, des TripAdvisor, j'en passe et des meilleurs. Tous les endroits d'expression, parce que Internet, c'est un formidable espace d'expression. Est-ce qu'on peut dire sur YouTube sur YouTube, exactement. YouTube, qui est parfois d'ailleurs assez violent. Hein. C'est facile de lâcher des commentaires plus ou moins, voilà, derrière son clavier, hein, caché derrière son clavier. Est-ce qu'on peut dire tout le bien de ce qu'on pense des autres? Alors, il y a une règle fondamentale qui s'applique, c'est la liberté d'expression qui nous vient de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été donc au niveau européen, confirmée en France aussi. Néanmoins, il y a un petit bémol et de taille, c'est que vous ne devez pas diffamer, vous ne devez pas insulter. Ça peut vous coûter cher. Et alors, ce qui peut vous coûter extrêmement cher, c'est dès qu'on passe dans des propos xénophobes, propos homophobes, propos antisémites et à l'encontre des handicapés. Parce que là, ça peut quand même vous coûter jusqu'à 45 000 € d'amende et 1 an de prison. Alors, c'est vous qui voyez si vous voulez traiter votre voisin de je ne sais quoi. Essayez. Bon, vous l'avez compris. On peut insulter les gens, mais il faut être malin, quoi. En gros, c'est ça. Il faut mesurer son propos. Ouais, et puis surtout ne pas le faire parce que ça sert à rien. Les peines, c'est les mêmes que celles dans la vraie vie. Enfin, oui, je pense. Oui. Alors, il n'y a pas de différence selon que ce soit en ligne ou en vrai, je veux dire. Alors, il y a une petite nuance, par exemple, entre autres pour la diffamation, parce qu'on pourrait se dire aussi que lorsqu'on discute entre amis, on diffame, on insulte son ami en privé. Ça ne coûte rien. En fait, ça peut aussi coûter, parce qu'il y a ce qu'on lâche sur Internet et qui est public, et en matière de diffamation, ça s'appelle de la diffamation publique, et puis il y a ce qu'on se dit entre amis lors d'une conversation, ça s'appelle de la diffamation privée. Alors, la diffamation publique, c'est tout ce que je vous racontais à l'instant. Là, vous allez éventuellement être poursuivi et condamné. La diffamation privée, vous êtes quand même susceptible d'être assujetti à une contravention. Donc, ça peut, là, pour le coup, vous coûter quelques sous. Bon, on enchaîne avec le fait d'étaler la vie privée des autres sur Internet. Oui, alors ça, non. On n'a pas le droit d'étaler la vie des autres à leur insu et contre leur gré. D'ailleurs, c'est pas parce que quelqu'un vous autorise à le prendre en photo. Je vous prends en photo, là, François. Tout à l'heure, je poste ça sur Internet. Vous m'avez autorisé à vous prendre en photo. Vous m'avez pas implicitement autorisé à diffuser cette photo. C'est ce qu'on appelle le droit à l'image, en fait. C'est ce qu'on appelle le droit à l'image. Alors, il y a des petites nuance quand même, c'est-à-dire que si vous êtes en train de filmer un fait d'actualité, si vous photographiez une personne publique dans l'exercice de sa profession, là, ça passe. Mais une personne publique que vous filmez, que vous photographiez alors que, je ne sais pas, elle est à Roland-Garros en train de regarder un match de tennis et elle n'a pas du tout envie d'être photographiée, vous lâchez ça sur Internet, vous êtes passible, pareil, de poursuite. Et puis, ça peut coûter parfois quelques milliers d'euros. Donc, attention. Oui, parce qu'il y a eu des cas. Alors, généralement, c'est la presse qui est souvent poursuivie pour ce genre de choses, mais un particulier, de la même façon, peut être poursuivi. Et sur les vidéos en direct, à mon avis, ça va être compliqué ça à gérer. C'est très compliqué. Quand on fait une vidéo en direct, par définition. Oui, mais alors, c'est pour ça que, par exemple, une vidéo en direct en public, c'est assez compliqué. On fait signer. Il faut faire signer à tous les gens. Voilà, quand vous apparaissez par exemple dans une émission télévisée et que vous faites partie des spectateurs d'une émission en public, vous signez une décharge. Et c'est vrai que nous aussi, on le fait. Enfin, on devrait le faire en tout cas. On enchaîne avec son patron. Dire du mal de son patron sur Internet, notamment sur Facebook, il y a eu des jurisprudences assez impressionnantes quand même. Mais oui, et il y a même des procès en cours. Alors généralement, parce qu'il y a un premier procès, ensuite ça va en appel. Donc c'est des procédures en plus qui prennent... parce que c'est complètement nouveau. C'est des procédures qui prennent du temps. Ça peut durer comme ça 3-4 ans avant qu'on se mette d'accord, savoir si vous vous êtes fait virer de façon justifiée ou pas. Vous avez un devoir de loyauté vis-à-vis de votre entreprise. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Vous avez tout à fait le droit de critiquer dans le bon sens, on va dire, votre entreprise, vos conditions de travail. La machine à café fait du mauvais café, on a le droit de le dire. À partir du moment où... Non, mais même sur vos conditions de travail, vous avez une liberté d'expression en entreprise qu'on ne peut pas vous retirer. Mais il ne faut pas que ça vire au dénigrement, il ne faut pas que ça vire à l'insulte, il ne faut pas que ça vire non plus
à la diffamation. Donc on a eu des cas comme ça l'année dernière. Mais c'est du bon sens en fait tout ça. Bah, c'est du bon sens. Parfois, il suffit d'un petit rien pour mettre le feu aux poudres. Non, mais excusez-moi, mais il faut être un peu bête pour commencer à dire du mal de son patron sur Internet. Ça, c'est un manque de bon sens. Mais alors, ça sert à quoi? les gens À part se faire taper sur les doigts. Parfois, je crois que les gens réalisent pas. Mais parce qu'ils manquent de bon sens. Voilà. Oui, mais parfois on parle de gens en public, mais en public, quand je dis en public, c'est sur Twitter ou en commentaire YouTube, et on se rend pas compte que les gens qu'on critique, dont on parle, peuvent lire. En fait. Évidemment. C'est un biais psychologique. Parce qu'il y a des gens qui confondent aussi les messageries privées et les commentaires qu'on laisse, par exemple, sous un post Facebook, qui eux sont complètement publics. Exactement. Oui, mais alors attention, parce que parfois, ce qui peut faire réagir votre employeur, hein, c'est très subtil. Alors il y a des cas flagrants. Là, il y avait eu il y a quelques temps, en 2014. Un salarié qui avait posté sur Facebook, un directeur qui ne tient pas ses promesses, tafiole, boîte à con, ils me prennent pour une bille. Là, c'est aller directement, effectivement, au licenciement. Non, mais là, d'accord. Ça a été porté devant les prud'hommes. Néanmoins, et ça c'est intéressant parce que l'employeur voulait licencier donc son salarié pour faute grave. Ce qui est ressorti des prud'hommes, c'est que la faute grave n'a pas été admise, donc il a été licencié quand même pour motif sérieux et valable. Du coup, il a touché ses indemnités. Oui, donc ça change tout quand même. Mais il y a des petites choses parfois là, plus récemment. Un salarié de Jiffy, un cadre de Jiffy, vous savez, les idées de génie. Les idées de génie, oui, le spécialiste de l'ameublement un petit peu pas cher. Raphaël, il va tous les week-ends chez qui a posté, lui, simplement parce il était en charge d'installer un nouveau magasin. Il a juste posté sur Facebook: merci du cadeau, je pleure ma race, jamais vu un magasin aussi bordélique. Ben, il a été viré du jour au lendemain. C'était le patron du magasin? Non, c'était un des cadres qui est en charge de l'installation des nouveaux magasins. Alors là, pour le coup, on ne sait pas trop comment ça va se terminer parce qu'il a été viré, mais il y a une procédure en cours et on aura le délibéré du jugement le 10 juillet prochain. Bon. Et on termine par le fait de critiquer des produits ou des services. J'ai un téléphone, je suis pas content, je dis c'est dégueu, ça marche pas, c'est pas bien, j'ai le droit ou pas? Alors, vous avez le droit, effectivement, de critiquer tant que ça reste de la même façon mesuré. C'est-à-dire qu'il faut que la critique soit objective, argumentée, mesurée. Sinon, on ne pourrait plus tester grand-chose, nous. Si on devait dire que tout mais nous, on a un statut un peu particulier en tant qu'organe de presse. Oui, je pense que c'est un peu différent. C'est à peu près la même chose. Hein. Ah bon? Attention. Ah oui, on ne peut pas faire n'importe quoi, bien sûr. Mais vous pouvez pas dire ce smartphone, c'est de la... c'est de la merde. Voilà, à moins de vous appeler Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff. Feu Jean-Pierre Coff, le pauvre. Voilà. Mais attention, il y a eu une anecdote, ça, pour le coup, assez rigolote. C'était il n'y a pas très longtemps, c'était en 2015, une critique de restaurant. Et un internaute qui disait à propos du Duc, de l'Oiseau des Ducs, qui est un restaurant donc, qui allait ouvrir à Dijon, très, très surfait, tout en apparat, très peu de choses dans l'assiette, la mieux garnie est celle de l'addition. Alors le problème, c'est qu'il a posté ça le 11 juillet 2013 sur le site des Pages Jaunes, 5 jours avant l'ouverture du restaurant. Donc le restaurant n'était pas ouvert. Non mais là c'est un concurrent. Non, même pas. C'était un ennemi du patron. Mais en tout cas, oui, il y avait une sorte de règlement de compte. Ouais. Le problème, c'est qu'il a posté son commentaire. Quand on le lit, on peut se dire, finalement, sur un restaurant, ça va. Sauf que poster 5 jours avant, alors là, ça lui a coûté quand même. Parce que sur TripAdvisor, des commentaires comme ça, il y en a plein. Il y en a qui sont pires que ça. Hein. Oui. Ah bah oui. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a posté ça en se planquant derrière un pseudo. Résultat des courses, le monsieur a quand même été condamné à 2 500 € d'amende, plus 5 000 € pour les frais engagés pour l'identifier. C'est-à-dire que, alors ça aussi, c'est quelque chose à retenir. On a tous l'impression d'être bien cachés derrière nos pseudos. On parlait des entreprises tout à l'heure. Il y a des sites sur Internet qui sont faits justement pour évaluer les entreprises. Chacun peut y aller de son petit commentaire. Tout le monde se cache derrière un pseudo. Tout le monde se croit à l'abri. Il faut savoir que lorsque vous êtes poursuivi, celui qui vous attaque peut demander à ce que vous soyez identifié et les moyens sont engagés. Et c'est vous qui allez devoir payer en fait, les frais d'identification de votre gentille personne. À découvrir donc ce dossier et plein d'autres dans le 01net Mag
de cette semaine dans les kiosques et puis sur SFR Press et puis dans tous les kiosques, on va dire numériques. Oui. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci François. Et merci à Raphaël Grabi. Merci François. 01net.com, ce de quoi je mêle se poursuit dans un instant. Où en est-on, tiens, dans le domaine de la radio numérique? Vous savez, cette technologie qui devait, il y a quelques années, remplacer la FM. On fait le point avec Victor Jakimovic dans un instant sur rmc.fr et 01net TV. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.